David Bartel, bonjour. Vous êtes chercheur associé au Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong, où vous résidez depuis 8 ans et vous êtes spécialiste de l'histoire intellectuelle et culturelle contemporaine de la Chine. Pourriez-vous nous définir ce qu'est l'identité chinoise? Alors, c'est bien sûr une vaste question. On, on peut quand même énumérer un certain nombre de caractéristiques qui forment le cercle un peu de l'identité chinoise. La philosophie morale de Confucius, un état dynastique fort, l'homogénéité ethnique, la langue, le respect rituel des ancêtres et ou le système tributaire impérial. À cela, il faut bien sûr ajouter la longévité et la continuité de la civilisation chinoise, qui fondent ensemble un sentiment profond de grandeur historique, voire d'exceptionnalisme et parfois de supériorité. En même temps, faire une liste comme ça de caractéristiques, qui restent toutes pertinentes au demeurant, nourrit un peu le discours entendu des 2000, 3000 ou 5000 ans d'histoire qui tendent à donner une version un peu figée de l'identité chinoise et surtout qui efface les processus qui sont en jeu dans les questions identitaires contemporaines. Cette histoire longue fige l'identité chinoise comme un ensemble de caractéristiques, de données clairement définies, et ça alimente un mythe, celui de l'homogénéité culturelle, et qui essentialise une supposée altérité qui fait de la Chine et des Chinois, si vous voulez, un sujet commode pour un État nationaliste et autoritaire, dont on voit bien ce qu'il pourrait y trouver, mais aussi pour ceux qui, au nom du relativisme culturel, ont une tolérance sans borne, y compris pour l'oppression, euh, et qui abandonnent la culture justement au nom du culturel. Et selon vous, est-ce que les années Mao constituent une rupture dans le rapport de la Chine à la modernité? Alors, si vous voulez, la période Mao, elle va résoudre les deux problèmes fondamentaux sur lesquels se sont construites l'identité chinoise moderne, à savoir l'unité du pays et l'affront colonial. Mao va unifier la Chine et va libérer la Chine de la République populaire, donc de l'impérialisme. Euh, Pourtant, cette résolution reste très superficielle, si vous voulez, et va prendre fin, grosso modo, avec la mort de Mao et comment dirais-je, et l'abandon progressif du récit de la révolution victorieuse. La Chine, du jour au lendemain, si vous voulez, à la fin des années 70, se retrouve en s'ouvrant au monde pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un immense pays extrêmement sous-développé, qui doit encore regarder vers l'Occident pour définir son modèle de développement. Et qu'en est-il de l'identité chinoise aujourd'hui? Alors, la problématique autour de la culture va beaucoup évoluer entre les années 80 et les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, avec un changement qui passe de la culture comme processus, si vous voulez, qui sous-entend une idée de perfectibilité, avec un espèce de retour à la culture comme civilisation, comme bagage, en revenant aux 2000 ans d'histoire dont je parlais précédemment. En supprimant l'idée sous-entendue de progrès, s'impose un postulat culturel qualitatif qui évite, et on est témoin de ça tous les jours, qui évite difficilement le glissement vers un centralisme ethnique grand Han, forme de nationalisme ethnoculturel jamais bien loin de la xénophobie. Euh, Ensuite, des termes comme Grande Chine ou Chine culturelle sont devenus des lieux communs de la géopolitique contemporaine et qui réduisent, enfin, qui agrandissent, si vous voulez, qui font sortir la culture chinoise des frontières proprement dites, stricto sensu, de la République populaire. La Grande Chine amène Taïwan et Hong Kong et les populations d'origine chinoise d'Asie du Sud-Est, alors que la Chine culturelle est un concept d'envergure globale qui réunit en plus de ça l'ensemble de toutes les diasporas chinoises qui sont dispersées dans le monde, si vous voulez. Mais par contre, en diffusant ces concepts, le régime de République populaire tente évidemment à infuser ces idées d'une forme d'uniformité, d'unité, de lacinité. C'est-à-dire que dans cette perspective, la civilisation chinoise, la culture d'identité chinoise sont des stratégies qui sont des stratégies conceptuelles, politiques, qui suppriment les temporalités et les spatialités alternatives. À ce titre,
les expériences historiques, culturelles ou politiques qu'ont vécu des sociétés chinoises à Hong Kong et à Taïwan, c'est trop long pour parler de toutes les diasporas, interdisent désormais, en tout cas, de parler de l'identité chinoise au singulier. Sans entrer dans les détails, l'élection d'une femme à la tête de la seule démocratie historique chinoise à Taïwan est un événement d'une incommensurable modernité. Taïwan étant un pays qui s'est forgé une identité, on peut dire qu'il y a une nation taïwanaise intellectuelle contre la volonté chinoise de la traiter comme une province chinoise rebelle. En plus, il est important de noter aussi qu'au développement qualitatif, dans la transition, si vous voulez, de Taïwan vers la modernité, les régimes successifs à Taïwan ont su aussi additionner un développement qualitatif qui donne de Taïwan l'image d'une société à peu près en bonne santé. Hong Kong est aussi passionnant sur cette question d'identité chinoise, puisque les empiètements de Pékin, si vous voulez, sur la vie hongkongaise et les coups de canif répétés dans le contrat des un pays, deux systèmes, sous lequel a été régie la rétrocession de 1997, n'a fait qu'accélérer l'éveil politique d'une jeune génération qui a trouvé dans le mouvement des parapluies et dans ses conséquences politiques le moyen de faire exister la revendication d'une expérience propre de l'identité chinoise. Merci beaucoup.